Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Julien Eustache, président et cofondateur de la plateforme de crowdfunding Enerfip, donc qui est une plateforme de crowdfunding dédiée au financement des énergies renouvelables. Salut Julien. Bonjour, bonjour à tous. Alors, c'est le premier épisode de cette deuxième saison du podcast, je suis ravi qu'on puisse commencer cette deuxième saison ensemble, Julien. Aujourd'hui, on va parler du marché du financement des énergies renouvelables. On va essayer d'expliquer aux gens en quoi ce placement alternatif, puisque c'est classé plutôt dans la catégorie des placements alternatifs, peut avoir du sens pour eux à intégrer dans leur patrimoine et dans la gestion de leur placement. On va voir que c'est des placements qui peuvent rapporter entre 6 et 8% et parfois un peu plus de 8% jusqu'à 9% par an sans garantie évidemment, donc on rappellera toujours les risques. Un rendement élevé est souvent associé à un risque plus important que la majorité de la moyenne des placements ou des placements sans risque. Donc on va rappeler un peu tout ça, mais surtout on va essayer de comprendre comment on peut rendre utile son épargne tout en la faisant fructifier, et notamment avec les solutions qui sont proposées par Enerfip. Donc Enerfip qui est un de nos partenaires chez Willim et dont on est très content de recevoir aujourd'hui sur notre podcast. Alors, du coup, la première question que j'ai envie de poser, Julien, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où ça fait longtemps qu'on entend parler des énergies renouvelables, du financement des énergies renouvelables. Il y a une espèce de discours en fond qui est un peu banalisé, à savoir, moi je vois quand j'en discute avec certains clients, c'est finalement, est-ce que on dit toujours qu'il faut financer les énergies renouvelables, mais est-ce que finalement il y a toujours un enjeu et est-ce qu'il y a toujours besoin de capitaux à allouer dans ce secteur-là et est-ce que ça peut être performant et ça peut être utile pour les gens d'y aller. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler aujourd'hui, dans le contexte actuel, quels sont les enjeux vraiment et on verra après comment Enerfip s'insère dans ces enjeux, mais quels sont les enjeux aujourd'hui du financement des énergies renouvelables? Oui, bien sûr, avec plaisir. Et c'est vrai que c'est une très bonne question parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, on est vraiment aux prémices en fait de cette révolution énergétique. On est très, 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 très loin d'être bien avancé dans cette mutation de notre modèle énergétique. Quelques chiffres pour illustrer ce que je vous dis. 80% de l'énergie consommée dans le monde provient des énergies fossiles. Et en France, on se targue d'avoir une énergie plutôt décarbonée grâce aux énergies renouvelables et au nucléaire. C'est plutôt vrai, mais quand on regarde les chiffres là aussi, ils sont têtus. Plus de 60% de l'énergie que nous consommons en France vient des énergies fossiles. Et on voit bien aujourd'hui, quand on regarde les enjeux climatiques et les conséquences qu'on observe tous et toutes, que ce soit en hiver comme en été malheureusement, il y a plus que jamais nécessité d'opérer cette transformation. Et donc, les énergies renouvelables font partie de l'équation, font partie de la solution. Et donc, quand je parle des prémices, c'est pas un vain mot parce que il y a vraiment une absolue nécessité à investir massivement et à transformer ce modèle énergétique parce que voilà, 60% de dépendance, c'est beaucoup trop. Là aussi, encore un chiffre, après j'arrête de vous embêter avec ça, mais le coût de cette dépendance aux énergies fossiles sur l'exercice 2022, c'était plus de 100 milliards d'euros pour la France. Donc voilà, il y a vraiment un enjeu collectif pour nous tous et toutes en France à se rendre indépendants et à produire notre propre énergie de manière renouvelable. Ok, alors c'est vrai que donc Enerfip aujourd'hui s'inscrit comme le leader français et même européen du financement participatif dédié aux énergies renouvelables. Les chiffres sont assez révélateurs et impressionnants. Depuis 10 ans, c'est plus de 450 millions d'euros collectés auprès d'épargnants particuliers, investisseurs, Oui. qui ont envie de donner du sens à leur épargne. C'est une plateforme qui a été créée en 2014, donc tu fais partie des 3 associés fondateurs de cette plateforme. C'est aujourd'hui plus de 40 collaborateurs et une collecte rien qu'en 2023 de plus de 140 millions d'euros. Donc c'est un vrai succès qui vient, je pense, mais tu me diras un peu comment tu analyses les choses, mais qui vient à la fois de l'envie grandissante de la part des investisseurs de comprendre exactement dans quoi et à quoi sert leur argent, tout en allant chercher de la rentabilité, puisque les deux ne sont pas fondamentalement en opposition, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Des fois, on se dit, bah, si je dois rendre mon épargne utile, que ce soit socialement, la rendre plus verte
ou solidairement, et ben finalement, la contrepartie, c'est qu'on n'a pas de rendement ou très peu. En l'occurrence, avec la partie énergie renouvelable, c'est pas le cas. Donc, toi qui a vu grandir Enerfib depuis 2014 et qui est du coup depuis 2014 entrepreneur dans ce secteur d'activité-là, comment tu as vu évoluer les choses, à la fois de la croissance de la collecte, mais aussi sur le marché en lui-même, c'est-à-dire les acteurs qui se sont peut-être développés, que vous investissez, que vous financez, que vous accompagnez. Comment ce marché a évolué depuis toutes ces années? Ouais, c'est une très bonne question et tu l'as bien présenté. Il y a vraiment en fait une dimension sociétale qui nous dépasse nous, Enership, hein, et notre idée, c'est que il y a cette envie, ce souhait de la part des épargnants comme toi et moi, de savoir où va notre argent, à quoi et à qui il va servir. Et pour répondre directement à ta question, nous, la transformation, elle a été absolument spectaculaire parce que on a commencé au début avec Enership à financer des, euh, des projets sur le volet plutôt acceptabilité locale, intégration territoriale des projets avec des collectes de 50 000 à 150 000 euros. Et on mettait des semaines, parfois un peu plus, à collecter ces fonds. Et aujourd'hui, eh bien, on fait des levées de fonds plutôt de 2-3 millions d'euros et on lève ces fonds parfois en quelques dizaines de minutes. Et, et ça illustre le fait que on répond, je pense, très directement à cette volonté de chacun de voilà maîtriser la destinée de son argent. C'est à mon avis aussi alimenté par certaines fausses promesses que les gens ont subies. Je pense notamment au label ISR qui a un peu défrayé la chronique parce que les gens pensant bien faire en investissant sur des fonds ISR ont découvert qu'en fait ça pouvait adresser des sujets qu'ils ne voulaient pas du tout financer et donc c'est venu un peu aussi voilà renforcer cette volonté de ce circuit court en fait appliqué à l'épargne que nous proposons et c'est pour ça que les chiffres un peu spectaculaires qu'on peut voir maintenant quant à notre capacité de lever sur des montants significatifs en très peu de temps, je pense que ça illustre vraiment ça. Et on a vraiment assisté en une petite dizaine d'années à cette mutation de manière incroyable et des acteurs qu'on a commencé nous à financer il y a quelques années au tout début quand c'était encore des petites entreprises sont vraiment en train d'exploser dans le bon sens du terme et donc tout ça est plutôt très positif. Oui, tu parles du label ISR, donc pour rappeler aux gens qui nous écoutent, qui découvriraient ce qu'est le label ISR, donc c'est un label qui veut dire investissement socialement responsable. C'est un label que certains fonds d'investissement collectif, donc des OPCVM, donc organismes de placement collectif en valeur mobilière, OPCVM, des SCPI par exemple, Société civile de placement immobilier, obtiennent. Donc c'est quand on écoute juste les termes investissement socialement responsable, on s'attend mécaniquement à, quand on met de l'argent, que derrière tous les investissements qui sont réalisés par les fonds sont socialement responsables. Et la réalité, c'est que, en fait, on s'est aperçu au fil du temps que même les fonds qui avaient ces labels-là finançaient les énergies fossiles indirectement, soit parfois des petites proportions, mais malgré tout le faisaient quand même, et Oui, que de plus en plus de gens ont compris que des fois, il valait mieux aller directement mettre son argent dans des opérations plutôt que de confier de l'argent à des fonds. Bon. Les choses ont grandement évolué depuis, le label ISR tend à se réformer. Il y a une réforme récente d'ailleurs du label tout à fait. ISR en ce sens qui a exclu totalement les énergies fossiles, notamment des possibilités Ouais, d'investissement que peuvent avoir ces fonds. Mais effectivement, ça a donné l'envie aux investisseurs de plutôt s'intéresser à comment ils allaient pouvoir eux-mêmes choisir directement, plutôt qu'au travers de fonds, les investissements qu'ils allaient réaliser. La contrepartie de ça, malgré tout, c'est que quand on est sur un secteur où il y a pas mal de collecte qui vient, ça attire des entrepreneurs, des gens en tout cas qui montent des fonds. Et donc, toi, est-ce que tu as vu arriver de plus en plus de confrères ou concurrents sur le secteur du financement des énergies renouvelables? Est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui nous écoutent d'être peut-être vigilants avec les acteurs avec qui ils font confiance, avec qui ils ont envie de travailler? Parce que c'est vrai que, alors, il y a quand même une régulation des acteurs, soit du financement participatif, donc je pense que tu vas en parler, mais je ouais. te laisse la parole. C'est toi qui vas expliquer un peu tout ça. Ah ouais, ça marche. Oui, oui, ta question est très juste parce que qui dit secteur porteur, qui dit secteur dynamique, dit voilà parfois des phénomèmes de comment dire de D'abandon. dérive, ouais, de Oui. dérive
potentiel, en tout cas, de certains qui veulent un peu profiter de l'aubaine. Donc ça, c'est, je dirais, inhérent à tout secteur qui se porte bien. Mais comme tu l'as aussi dit, heureusement, on est une profession qui est réglementée. Et donc, s'agissant du financement participatif, en plus, depuis 1 an et demi maintenant, nous fonctionnons sous l'égide européen, puisqu'en fait l'Union européenne a eu la bonne idée de créer un cadre réglementaire uniformisé pour tous les pays membres de l'Union, et donc le financement participatif fonctionne de la même façon qu'on soit en Pologne, en Espagne, en Italie, en France ou dans les autres pays membres. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en tant qu'investisseur, vous avez la possibilité de vérifier très facilement, en quelques clics, si la plateforme qui vous démarche est bien une plateforme régulée je dirais est sérieuse telle qu'elle se présente. Donc c'est pour ce qui est des investisseurs français, c'est super simple. Vous allez sur le site de l'Orias et en haut à droite, dans la barre de recherche, vous tapez le nom de la plateforme sur laquelle vous souhaitez investir. Vous allez tout de suite voir si cette plateforme est réglementée et dispose bien d'un agrément tel qu'elle le dit. Je dis ça parce on a observé, et ça fleurit un peu, des tentatives de fausses plateformes qui proposent des faux investissements avec bien sûr derrière une escroquerie. Donc voilà, c'est normal. Un secteur qui se porte bien et qui croît attire forcément parfois certains mauvais comportements, mais heureusement, vous pouvez très facilement le vérifier et vous assurer que tout ça est bien en ordre s'agissant des gens avec qui vous parlez. Donc évidemment, chez Nerfip, vous avez cet agrément de PSFP, donc C'est prestataire ça. de services en financement participatif. Ouais. La nouveauté avec ce statut, donc vous êtes d'ailleurs, je crois, un des, si ce n'est le premier acteur du marché à avoir obtenu alors ça a été très long, hein. Ça fait plus de 12 mois que tout le monde attend d'avoir son statut PSFP, donc déjà félicitations de l'avoir obtenu. Je crois que vous êtes un des premiers à l'avoir obtenu. Et la Ouais. nouveauté, c'est que du coup, vous avez pu intervenir aussi sur des projets hors des frontières de France. Et on le voit sur la plateforme. Euh, vous pouvez, les investisseurs peuvent, par l'intermédiaire de Willim, souscrire à des projets qui ne sont pas forcément en France. Euh, donc, dans l'écosystème du financement des énergies renouvelables, comment Enerfip se positionne et du coup, qu'est-ce que tu peux dire à des gens qui nous écoutent pour qu'ils comprennent bien quelle est la différence entre passer par Enerfip ou d'autres modes de financement alternatifs qui pourraient exister dans le monde des énergies renouvelables? Alors, nous, on est vraiment une solution, je dirais, complémentaire, en fait, hein, dans l'univers du financement de la transition énergétique. Il y a plusieurs, vous vous en doutez, modalités d'intervention. S'agissant, je dirais, des financements conventionnels, par exemple, les banques, elles ont, comme vous le savez, sans doute, l'habitude de financer sur des dettes long terme, sur des projets qui sont prêts à être construits, et donc elles vont permettre l'émergence de ces projets pour qu'ils sortent de terre. Donc ça, elles sont dans leur rôle, c'est très bien. Mais pour autant, dans l'univers dans lequel on se trouve, avec les besoins qui sont absolument colossaux et un marché qui explose avec de plus en plus de projets en France et sur le continent européen qui sortent de terre, il y a besoin de financement additionnel, que ce soit pour financer les fonds propres des porteurs de projets, bien sûr, mais aussi pour financer la phase un peu plus amont des projets, c'est-à-dire pendant leur développement. Lorsque vous êtes un porteur de projet et que vous devez développer concomitamment des dizaines de projets éoliens ou solaires, vous devez débourser pas mal d'argent et c'est souvent un moment où eh bien, les banques sont pas en mesure de venir vous financer parce que c'est pas leur habitude. Et donc là, il faut des gens comme nous qui soient à même de trouver des modes opératoires qui conviennent pour que vous puissiez être financé. Donc, avec Enerfip, en fait, on vient vraiment apporter, je dirais, quelques pignons de plus dans l'engrenage du financement de la transition énergétique pour que ça fonctionne bien. Et donc, ça peut être voilà en amont pendant cette phase de développement. Ça peut être aussi ce qu'on appelle des pré-relais, des bridges à construction, comme on le dit en mauvais français. Et ça peut être aussi sur le financement des fonds propres du porteur de projet en complément, si vous voulez, des financements bancaires. Donc, c'est Ouais. vraiment ça que vous allez adresser avec nous. On va voir après comment juridiquement ça se structure pour que les gens comprennent bien Bien sûr. déjà aussi fiscalement comment c'est imposé, etc. Mais euh,
sur les projets eux-mêmes, est-ce que tu peux nous donner un projet type? Par exemple, ben voilà, je vous donne le nom d'un acteur qui est venu nous voir, son besoin c'était ça, on l'a structuré de telle manière, les épargnants sont arrivés de cette manière-là, ils ont touché leurs intérêts, voilà, si on devait donner un projet type qui arrive sur la plateforme, donc soit donc, le financement, je sais pas moi, d'une ferme de panneaux solaires ou d'un parc éolien, voilà. Mais un projet type, si tu veux pas citer d'acteurs porteurs de projet, ne te sens pas obligé de le citer, mais un exemple de projet que les gens comprennent bien le fonctionnement de A à Z. Comment ça se présente? C'est surtout que je vais pas faire de jaloux, donc je vais pas citer de nom, mais Ouais. mais en tout cas, c'est ce qui se fait très usuellement, c'est prenons le cas d'une centrale photovoltaïque. Le porteur de projet vient nous voir en nous disant voilà, j'ai ce projet, il est prêt à être construit, sauf que je suis en train de monter mon dossier de financement bancaire et ce dossier va être très long, souvent parce que en fait le porteur de projet agrège plusieurs projets à financer concomitamment pour avoir une enveloppe plus globale et des modalités de prêt qui soient plus intéressantes pour lui. Mais ça prend plus de temps. Et or, il a souvent besoin que les projets sortent de terre. Donc très souvent, ça va être ce schéma-là. On vient nous voir en nous disant, est-ce que vous pouvez me faire un prêt court terme, un bridge à construction, ce que je disais précédemment. Comme ça, moi, je peux construire ma centrale, la mettre en service. Et lorsque le financement bancaire va venir prendre le relais de ce prêt citoyen, entre guillemets, eh bien, la centrale, elle sera déjà en train de tourner. Et donc, j'aurais dérisqué aux yeux du banquier aussi mon projet. Donc ça, c'est ce qui se fait très classiquement. Et dans ces cas de figure, c'est super intéressant, en plus, vu le contexte actuel, parce que on est sur des prêts vraiment court terme, donc ça va être du 18 mois, 24 mois pour ce qui est des investisseurs qui viennent sur Enership. C'est sous forme d'obligations simples. Et vous allez percevoir aujourd'hui, pour un projet de ce type, une rémunération autour de 7,5-8% par an, voilà, sur une maturité de 18 mois, 24 mois. Donc c'est très court, c'est facile à aborder parce que c'est un projet bien ciblé, qui a toutes les autorisations pour être construit. Donc voilà, c'est des choses assez lisibles qu'on fait assez facilement et qui sont assez attractives pour les investisseurs. Alors justement, tu parlais d'autorisation, toutes les autorisations ont été validées. Et je suppose que, on le disait en introduction, mais chez Nerfip, il y a une quarantaine de collaborateurs aujourd'hui. Donc, je suppose qu'il y a tout un parcours d'audit de ces projets en interne, qui parfois peut être un parcours du combattant pour les porteurs de projets si jamais le nombre de questions est très important. Mais l'audit d'un projet, euh, quelles sont les équipes qui mènent l'audit? À quoi elles font attention? Combien vous recevez de demandes par mois ou par an et combien vous en présentez sur la plateforme? Parce que c'est toujours un peu le biais, Julien, de dire ben, vous êtes un acteur qui vit parce que vous levez des fonds et vous êtes rémunéré par les porteurs de projets sur à qui vous facturez des honoraires pour lever des fonds. Et donc le biais, c'est toujours de dire, ben, vous avez intérêt à proposer des projets pour collecter et pour vivre. Donc, Ouais, je te pose la question, je ne pose pas que des questions gentillettes, tu le savais en venant ici, tout mais à fait. c'est voulu, c'est parce que les gens se posent vraiment ces questions-là. C'est est-ce qu'à un moment donné, c'est quoi les garde-fous que vous avez mis en place pour éviter d'être dans bah, il faut absolument que je mette des projets sur la plateforme et j'ai Mm. vraiment une rigueur dans mon audit. Voilà. Est-ce que vous avez des choses d'ailleurs écrites hein, à un moment donné, vous dites ce type de projet c'est niet, ce type de projet c'est niet, etc. Ouais, ouais, je te remercie de poser cette question et effectivement, on n'est pas un Le Bon Coin des énergies renouvelables. Si vous avez des projets qui sont présentés sur Enerfip, c'est parce qu'ils sont passés au travers de nos fourches codines et ce qu'il faut peut-être dire à nos interlocuteurs, à nos auditeurs et auditrices, pardon, c'est que ce qui fait l'une des caractéristiques d'Enerfip, c'est que nous sommes les fondateurs d'anciens développeurs de projets d'énergie renouvelable. Et donc, on a cette légitimité, en fait, à être en mesure, en interne, d'auditer les projets et avoir tous les petits détails qui n'en sont pas et qui font la différence entre un projet fiable, viable, et un projet qui peut rencontrer des difficultés. Donc, on a effectivement des procédures en interne d'audit qui se font sur les aspects financiers, techniques, réglementaires et c'est vrai qu'on pourrait nous targuer d'être jugé parti, c'est un peu ce que tu disais, et je pense qu'il faut assumer pleinement cette question parce elle est tout à fait légitime. Mais Enerfip a été créé en 2014, on va fêter notre 10e anniversaire cette année,
Et je peux vous dire une chose, c'est que, a fortiori dans le secteur du financement, avoir une vision court-termiste qui consisterait à prendre le maximum de projets pour pouvoir faire le plus de chiffre d'affaires, ben vous tenez jamais 10 ans. C'est sûr. Hmm. Alors oui, vous allez faire quelques années merveilleuses, mais à un moment ou un autre, le boomerang revient, vous le prenez en pleine poire, et la confiance que vous perdez, qui constitue, et il faut le dire, le, toute la valeur de ce que nous avons, c'est la confiance que les gens nous octroient, et si vous perdez ça, vous pouvez avoir le meilleur site internet, vous pouvez avoir la meilleure équipe du monde, vous êtes mort. Et donc on a toujours eu cette attention-là à se dire attention de ok, on pourrait prendre tous ces projets, on pourrait en faire plus, mais voilà, on serait au final perdant, ce serait une victoire à la Pyrrhus. Et donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a commencé moins vite que les autres. On n'était pas les premiers, loin de là, hein. On a longtemps été deuxième, troisième, quatrième en France. Et aujourd'hui, on est premier parce que je pense on a fait les choix qui n'étaient pas forcément les plus simples, mais qui étaient les plus payants sur le long terme. Et donc, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je vous dis, c'est que grosso modo, on reçoit des centaines de sollicitations de financement chaque année, et le filtre que nous opérons fait que environ 30% des projets sont retenus et financés. Et ce qui est aussi parlant, je pense, ça c'est encore plus factuel peut-être, c'est le taux de risque chez Enership. Hmm. Sur les 450 millions que nous avons structurés, on a eu un seul défaut, et ça représente un taux de défaut qui est à 0,2%. Donc c'est quand même super bas. Ça veut dire que si vous ventilez vos investissements chez Enership, bon voilà, ça va plutôt bien se passer, même si le risque zéro n'existe pas, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, c'est, je pense, le fruit de ce que je viens de vous dire, parce que vous n'êtes pas obligé de nous croire sur parole. Au moins, ce chiffre-là, les chiffres étant têtus, il est factuel. Un taux de défaut aussi bas, c'est quand même assez parlant, je pense. Oui, c'est d'ailleurs des chiffres qui sont affichés sur la plateforme puisque ça fait partie des obligations réglementaires. Tout Donc, à fait. les gens peuvent facilement vérifier cette information que je me permets de confirmer puisque, évidemment, si chez Willim, on travaille avec Enerfip et on vous a sélectionné parmi nos partenaires, c'est aussi qu'on on travaille en tant que partenaire à bien s'entourer et à travailler avec des gens sérieux. Et Tu parlais des peut-être, risques. ouais, Oui. excuse-moi, pardon, je voulais juste compléter, c'est quand même super intéressant. Dans nos process, c'est juste pour illustrer ce que je viens de vous dire, et excuse-moi, je t'ai interrompu. Au bout du processus d'audit, on produit une note d'investissement qui fait une dizaine de pages et qui est présentée en comité de sélection. Et c'est au cours de ce comité qu'on décide ou pas de financer un projet. Et en fait, ce qu'on fait depuis quelques mois maintenant, c'est qu'on met à disposition des investisseurs potentiels d'un projet donné, on leur donne l'accès à ce document qu'ils peuvent télécharger avant d'investir pour voir voilà le fruit de notre travail d'audit et les conclusions qu'on en a tirées. Et je trouve que c'est aussi super intéressant parce qu'on embarque avec nous les gens un peu dans nos procédures internes pour qu'ils puissent voir que tout ça n'est pas des mots, n'est pas du vent, c'est bien des faits. Alors, tu parlais d'un comité de sélection, c'est composé de collaborateurs d'Enerfip. Vous faites appel à des tierces personnes externes à la société qui viennent participer à ça, parce que c'est ce qu'on voit parfois sur certaines plateformes. C'est il y a des intervenants parfois extérieurs qui viennent crédibiliser aussi le comité. Est-ce que c'est le cas chez vous? Comment vous fonctionnez au niveau du comité de sélection? Pour l'instant, on reste plutôt en interne. Vu qu'on a créé Enerfip Gestion récemment, une société de gestion qui est sœur d'Enerfip, on va commencer en fait à faire venir des gens de l'extérieur pour justement avoir cet apport d'un regard plus neuf encore. Mais on l'a pas encore mis en pratique s'agissant d'Enerfip, mais je pense que c'est un peu le sens de l'histoire. Ouais. Ouais. Ok. Sur la partie, donc tu as parlé à peu près des performances qu'on peut attendre sur un projet que tu as présenté autour de 8,5%. Les durées moyennes, par exemple, cette année, enfin, l'année dernière, pardon, en 2023, la durée moyenne des projets que vous proposiez sur la plateforme, c'est quoi? C'est plutôt 18 mois, 24 mois, C'est plutôt 2 ans et demi, parce 2 ans qu'on et a eu demi? quand même, ouais, on a eu quand même quelques financements à 3 ans et un peu moins encore à 4 ans, mais on en a eu. Donc je pense que la moyenne est autour de 2 ans et demi. Donc on reste quand même sur du court terme, hein. Du Ça court reste, terme. ouais. Du court terme et sans frais pour l'investisseur, puisque l'investisseur qui souscrit n'a pas de frais dans le cadre de son investissement. Vous vous rémunérez auprès du porteur de projet, de la société porteuse de projet qui vient vous solliciter. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un choix fort qu'on a fait quand on a créé la plateforme. C'est aucun frais à aucun moment pour l'investisseur. Et pourquoi on a fait ce choix? C'est qu'on s'est dit,
Bah, punaise, à chaque fois que, à titre perso, si on voulait ouvrir un compte, un livret, peu importe, on commence toujours par payer. Et donc on s'est dit, il faut qu'on prenne un peu le contre-pied de ça si on veut se différencier. Et donc on a vraiment fait le choix fort de se rémunérer uniquement côté porteur de projet. Et c'est toujours de cette manière que fonctionne Leadership aujourd'hui. Oui, vous avez aussi fait le choix, et je trouve que c'est judicieux, de travailler aussi en collaboration avec des professionnels de la gestion de patrimoine comme Willim, Oui, qui eux vont être plutôt les architectes globaux de la gestion des placements des clients qui viennent du coup pour partie de leur patrimoine diversifier leur épargne sur la plateforme Enerfip. Le fait de travailler avec Willim n'engendre pas non plus de surcoût supplémentaire à l'investissement du client, puisque il y a un partage de la valeur qui est fait entre la plateforme Enerfip et le partenaire, donc en l'occurrence Willim. Et donc dans tous les cas, même si le client investit par l'intermédiaire de Willim, il n'aura pas de frais supplémentaires à faire appel à un acteur intermédiaire en plus pour l'aider dans son architecture globale de patrimoine. Voilà. C'est important exactement. aussi de le souligner. Oui, tu as raison. On parlait des risques et du taux de défaut. Ça fait une bonne transition sur la notion de garantie, parce que quand on parle de prêt, euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de communications qui ont été faites sur les 3 4 dernières années sur l'univers du financement participatif, mais plus spécifiquement dans l'immobilier, parce que c'est vrai que beaucoup de médias, l'immobilier, ça fait rêver tout le monde, hein. Quand on montre des photos d'un bel appartement haussmannien à Paris ou un bel appartement à Bordeaux ou à Marseille ou une maison, bref, une belle bâtisse, une villa de rêve près de la mer ou de l'océan, ça fait toujours plus rêver. Il y a beaucoup plus d'émotions qui se dégagent de ce type de photos qu'un champ de panneaux photovoltaïques. Alors peut-être que toi, tu as beaucoup d'émotions quand tu vois des photos de panneaux photovoltaïques. C'est moins mon cas en tout cas, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que comme ça fait rêver beaucoup de monde, mais c'est sûr que les médias ont beaucoup plus parlé du financement participatif immobilier, Oui. pour lequel, en ce moment, il y a de beaux, le marché est plus compliqué, donc il y a beaucoup plus de retard sur les dossiers. Mais on parle beaucoup pour les projets immobiliers de garantie, le fait qu'on puisse prendre une hypothèque, par exemple, sur l'actif, qui est donc une garantie réelle, une sûreté réelle sur les actifs. Euh, c'est quoi les options que vous avez, vous, quand un porteur de projet vient vous voir, que vous lui faites qu'il y a un prêt, enfin en tout cas que les porteurs de projet, les investisseurs pardon, souscrivent à une obligation, c'est quoi derrière les garanties que vous pouvez prendre pour protéger les investisseurs qui investissent sur les projets que vous proposez sur la plateforme? Alors, c'est un vrai sujet et évidemment, ça va dépendre de quel type de financement on apporte et à quel moment, parce que lorsque vous intervenez sur un financement où il y a déjà un financement bancaire, il y a un peu concurrence en termes de sûreté à aller prendre avec les banquiers. Mais prenons le cas de figure que l'on évoquait tout à l'heure sur le financement d'un projet prêt à être construit, sur lequel on fait ce prêt court terme pour lui permettre d'être mis en service avant l'arrivée de la banque. Dans ces cas de figure-là, on fait exactement la même chose que ce que tu viens de dire, c'est-à-dire on va nantir l'actif au bénéfice des investisseurs, de sorte que si jamais les investisseurs ne sont pas remboursés, ils deviennent propriétaires de cette infrastructure. Et aujourd'hui, peut-être que nos auditeurs et auditrices ne le savent pas, mais c'est extrêmement attractif de pouvoir vendre sur le marché secondaire, entre guillemets, eh bien, des actifs de production d'énergie renouvelable. Ça se vend très bien, il y a beaucoup d'appétence, et il y a des acteurs qui sont spécialisés, un peu comme des agents immobiliers, qui font ça, dont c'est le métier. Donc c'est des vraies sûretés, c'est pas juste tiens, je suis propriétaire d'un champ de panneaux, bon sang, qu'est-ce que je vais en faire? Oui, Non, oui, non, c'est oui. On imagine mal comment on va pouvoir y habiter dedans, voilà. ou le revendre, en tout cas, simple particulier non expert de ce marché-là, se dire qu'on est propriétaire d'un plateau, d'une partie, du coup, avec d'autres investisseurs, d'un champ photovoltaïque et qu'on va pouvoir le revendre, ça paraît un peu compliqué. Mais Et ok, donc pourtant, toi, ce que tu nous dis, c'est que ça se vend bien. ah ouais, ça se vend très bien et regardez, c'est très simple à comprendre. On l'a tous vécu avec malheureusement l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et l'explosion du coût de l'électricité qu'on a tous.
ressenti tant au niveau pro que au niveau perso. Ça, plus le fait que les usages électriques vont massivement se développer. Bien sûr, on parle de la voiture électrique, mais pas que. Tout ça pour vous dire que les besoins de production d'électricité en France et en Europe vont devenir absolument immenses, énormes, et toute capacité de production d'énergie électrique constitue quelque chose de très intéressant pour un très grand nombre d'investisseurs et de professionnels. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Il y a de l'appétence, il y a de la perspective. Donc forcément, quand vous êtes propriétaire d'un actif de ce type-là, vous allez pouvoir le revendre sans problème. Ok. En cas de... Donc, j'investis, euh, je souscris donc à une obligation. C'est systématiquement le cas où il y a des opérations qui sont en equity sur la plateforme, c'est-à-dire en capital, ou c'est que des opérations en obligation. 90% de ce qu'on vous propose sur Enerfip, c'est de l'obligation simple. Et parfois, on va vous proposer des investissements sous forme d'equity. Ouais, ça peut arriver, mais c'est plutôt une fraction congrue. Donc, partant du principe, on va parler de la grande majorité des opérations. Ouais. Donc, je souscris à une obligation qui me donne droit donc à un intérêt, donc ce qu'on appelle un coupon. Mhm. Donc le fameux 8,5% dont on parlait dans l'exemple précédemment. C'est quelque chose que vous versez tous les ans ou qui est versé à la fin. Comment ça se passe? Alors la pratique usuelle de marché, c'est un paiement du coupon tous les ans à date anniversaire et un remboursement de votre capital investi in fine, donc à l'issue de la maturité de l'obligation. Ok, donc ces intérêts donc, sont taxables. Donc c'est chacun, en fonction de sa situation fiscale, qui va faire ses choix. On va dire que pour les gens qui sont plus fortement imposés, avec des tranches d'imposition supérieures à 30%, il y a la possibilité d'être taxé à la flat tax de 30%, qui inclut à la fois les prélèvements sociaux dans la CSG, CRDS et l'impôt sur le revenu. C'est ça. Mais depuis la loi Pacte de 2019, je crois, il y a une possibilité qui est quand même intéressante aussi, c'est qu'on peut loger ces obligations dans le cadre d'un PEA-PME. Tu me confirmes bien cette Ouais, information et qui a été exactement, ouais. confirmée. Ouais, c'est tout à fait ça. Et c'est d'ailleurs ce choix qui est super parce que ça, souvent, et vous avez peut-être certaines personnes qui nous écoutent ont ce cas de figure. Ils ou elles sont propriétaires d'un PEA-PME, mais ne savent pas trop quoi loger dedans parce qu'il n'y a pas toujours des opportunités intéressantes. Eh bien, vous pouvez mettre du non-côté que vous prenez sur Enership, les obligations dont tu parles, Jérémy, et bénéficier voilà, des avantages de ce PEA-PME en plus sur voilà, sur de l'investissement qui a du sens. Donc, c'est quand même une sacrée avancée de la loi. Ça montre aussi à quel point l'État français pousse quand même en faveur du financement participatif parce qu'on le sent bien, la masse d'épargne des Français qui est quand même sacrément solide. Hein. Je crois que c'est sur les derniers chiffres, c'est près de 6 000 milliards d'euros quand même. On voit bien que l'État a envie que une fraction cette masse-là soit affectée sur de l'économie plus directe, plus réelle, et notamment dans la transition énergétique via des plateformes comme la nôtre. Donc, effectivement, c'est des vrais atouts incitatifs d'un point de vue fiscal. Ouais. Très bien. Donc, aujourd'hui, au moment où on enregistre cet épisode, on est début 2024. On est le 11 janvier, pour être précis. Ton bilan de l'année 2023 chez Nerfip, c'est quoi tes satisfactions, les choses que tu aurais aimé faire peut-être mieux? Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas fait bien, mais c'est juste qu'on peut toujours s'améliorer. On part du Bien sûr. principe hyper positif qu'on peut toujours s'améliorer. Ton bilan de 2023, c'est quoi? C'est un bilan quand même d'abord extrêmement positif. On est vraiment très content de l'année qui vient de s'écouler. Je te cache pas qu'au tout début de 2023, vu le contexte macroéconomique, on était assez pas inquiet, mais en tout cas dans l'expectative quant à savoir si, vu le contexte, une inflation très importante, et puis aussi beaucoup d'incertitudes, voire de choses inquiétantes, peut-être que les investisseurs, les épargnants allaient plutôt garder bien leur argent sur leur compte bancaire, hein, sur leur compte à vue, et donc moins investir sur des plateformes telles que la nôtre. On avait un peu peur de ça, et en fait, au final, eh bien, c'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est même l'inverse. Et ce qui est rigolo, c'est que
on a quelques investisseurs institutionnels qui peuvent investir sur Enerfip et qui le font. Eh bien, on a observé que sur 2023, les institutionnels ont beaucoup moins investi que sur 2022. Et par contre, les personnes physiques, à contrario, ont vraiment investi beaucoup plus. Exemple très simple hein, sur ce scope-là des investisseurs personnes physiques, je dirais, on a connu une augmentation de plus de 30% de leurs investissements sur 2023. Donc ça, c'est quand même extrêmement positif. Et après, ce qui aussi valide cette belle année qu'on a traversée, c'est le fait qu'on a bien, je dirais, amené le premier bureau à l'international, celui de Madrid, à un point de rentabilité. Après, voilà seulement un an et demi d'ouverture, donc on est très content de ça. Et puis en plus, on a ouvert un deuxième bureau à Milan pour adresser le marché italien. Donc voilà, c'est plutôt une très belle année. Ouais. Donc aujourd'hui, Enerfip, c'est un bureau à Madrid, un bureau à Milan et un bureau à Paris? Oui, alors à Paris, c'est plutôt chez, chez nos trois Parisiens qui travaillent de chez eux pour l'instant, mais on a à cœur d'avoir un pied-à-terre. Ça paraît la France ayant cette bonne vieille habitude de la centralisation, on va être obligé d'avoir un pied-à-terre officiel à Paris, mais oui, tout à fait. Ouais. Oui, parce qu'Enerfip, c'est originaire de Montpellier. Ouais, notre siège social est à Montpellier. Ouais, c'est On a ça. nos bureaux en plein centre-ville de Montpellier. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous êtes près de la gare Saint-Roch, n'hésitez pas à venir boire un café. On vous accueillera avec grand plaisir. Euh, Combien de projets financés du coup en 2023? Alors, en 2023, je crois que c'est environ 70 projets Ouais. qu'on a financés. C'est un peu plus de 140 millions de collectes, hein, c'est ça? Ouais, Ouais. 144 millions pour être précis. Et on a d'ailleurs battu notre record avec 27 millions d'euros collectés sur le seul mois de décembre. C'est quand même Ah oui, c'est assez dingue. colossal. Ouais, ouais. Un beau cadeau de Noël. Et du coup, perspective 2024, parce que bah, l'année s'ouvre. Donc, quand une année 2023 se termine de si belle manière, on s'attend à ce que 2024 s'ouvre sous de très bons auspices. C'est quoi les projets 2024? J'ai cru comprendre que vous travaillez sur le lancement d'un fonds, Ouais. puisque tu parlais tout à l'heure d'une société de gestion, donc qui est une. Alors, la société de gestion, c'est une sœur ou c'est une filiale? C'est Une une sœur, fille une une sœur. sœur. Ok. Ouais, Donc, c'est les mêmes associés, mais qui ont monté une société de gestion à côté. Ok. c'est ça. Donc cette société de gestion a un agrément, je suppose, qu'elle a Oui. obtenu. Voilà, et vous travaillez donc sur un fonds. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette société de gestion, sur quoi elle va travailler, quel type de fonds sur lesquels vous allez réfléchir et comment vont fonctionner ces fonds a priori, puisqu'ils sont en train d'être finalisés. Je suppose que quand même les grandes ficelles, les grands contours sont définis et que c'est les petits arbitrages de fin pour obtenir les agréments qui vont bien, qui sont en cours d'arbitrage justement. Ouais, ouais, et même, on est même un peu plus loin que ça parce qu'on est en train de lever notre premier fonds. Et donc, ce premier fonds, c'est un FPCI, un fonds pro, qui va avoir comme vocation je dirais, d'être un outil complémentaire de ce que l'on fait côté participatif, parce que on l'a évoqué hein, depuis le début de notre échange, on fait plutôt des financements en obligue et plutôt sur du court terme sur le domaine de la transition énergétique. Mais évidemment, les porteurs de projets ont aussi besoin de financement plus long terme et en equity aussi. Donc l'objet de ce fonds, c'est voilà, d'apporter aussi ces solutions-là sur cette typologie-là d'investissement. Et donc ce premier fonds professionnel qu'on est en train de lever, l'idée c'est de lever 40 millions d'euros sur ce premier fonds. Et au printemps, on va ouvrir notre deuxième fonds qui lui sera un FCPR qui pourra intéresser peut-être des clients de Willin. Le but de ce fonds, de ce FCPR, c'est de faire du co-investissement aux côtés du fonds pro sur les mêmes sous-jacents, donc c'est-à-dire la transition énergétique, bien sûr, de l'infrastructure, mais aussi du corporate. Parce que les acteurs ont besoin de renforcer leurs fonds propres et il y a des très belles opérations à faire à leur côté. Donc l'intérêt qu'aura l'investisseur à passer par le FCPR par exemple, ou même parce que le FPCI, il est accessible à des particuliers, mais à partir de 100 000 euros, c'est ça? Ou C'est pas tout à du fait tout ça. accessible? Si, si, Ah, si, il est quand si, même à partir de accessible à 100 des 000. particuliers Ouais. à partir de 100 000 euros. Euh,
vous faites sur le FPCI, vous faites des appels de fonds réguliers ou tout est investi d'un coup par l'investisseur? Comment il fonctionne ce Mm. FPCI? Ouais, le FPCI, en fait, les souscripteurs signent un bulletin de souscription, mais on appelle les fonds que lorsqu'on va commencer le déploiement. À la différence du FCPR qui, lui, fonctionne entre guillemets un peu comme le financement participatif, c'est-à-dire que vous souscrivez dans le fonds, vous versez les fonds, et ensuite le déploiement s'opère. Voilà, c'est la petite Et, le- subtilité. et la promesse qui est faite du coup par le FCPR, c'est de diversifier Exactement. les fonds sur différents projets, Oui, euh, sur différents porteurs de projets également, qui sont oui. tous sélectionnés et audités avec la signature INERFIP et la qualité d'audit qui fait votre renommée depuis 2014. Euh, mais en fait, l'investisseur, a priori, il aura moins de rendement que s'il souscrit directement sur des opérations. C'est juste que c'est pas lui qui fait la ventilation sur la plateforme. Il délègue d'une certaine manière la ventilation et il est aussi sur quelque chose qui est, on va dire, a priori, qui sera ouvert en permanence. On peut rentrer, sortir. C'est quoi comment ça sera? Ou ça sera un millésime avec une date d'entrée, une date de clôture. Ça dure pendant 5 ans et après on sort. Ça sera Oui, comment? Je sais. c'est ça, ça fonctionnera Ok. par millésime. Donc, il y a, comme tu le dis très justement, l'avantage de cette ventilation de facto qu'apporte le fond, hein, en fait, et aussi pour certains de nos auditeurs, ce confort qu'apporte le fait de se dire, bah, j'affecte tel montant sur ce FCPR et je sais que pendant voilà 8 ans, cette somme va travailler dans des choses que j'ai voulu, choisi, mais sans que j'ai besoin, comme sur le volet participatif, voilà, de devoir le suivre chaque année en réaffectant mes intérêts, etc. Voilà, Hmm, c'est l'avantage. C'est aussi pour répondre aussi à différents profils d'investisseurs, voire bien sûr. à une notion de diversification aussi, hein, d'ailleurs. Et l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire on peut dire je mets une partie sur l'FCPR, je ne m'en occupe pas, et moi je choisis mes propres projets parce que ça me fait plaisir, parce qu'il y a aussi un côté ludique dans le fait Ouais. de se documenter, de s'intéresser à ce qui se passe sur le marché. Exactement, je vous donne un exemple tout bête et ça me permet d'ailleurs de parler de ça, mais quand mon fils est né il y a 7 ans maintenant et que je m'apprête à lui ouvrir un livret A, je trouvais ça un peu idiot, donc on a créé la solution des livrets mineurs sur Enerfip, le volet financement participatif, et donc c'est vrai qu'on va avoir tendance plutôt à faire du participatif, voilà, parce que tous les mois vous mettez 50, 100 euros, 200 euros sur le livret de votre enfant. Par contre, s'agissant de votre épargne, vous allez plutôt peut-être vous orienter sur le FCPR et ce financement à plus long terme, quoi. Ok, eh ben écoute, on a ouvert sur l'année 2024 les perspectives, on a parlé du bilan, on a recontextualisé un peu les enjeux aujourd'hui dans le domaine du financement des énergies renouvelables et l'intérêt que ça pouvait représenter dans une logique de diversification euh, de choisir un placement alternatif vert, mais du vrai vert, pas Hmm. du greenwashing. Non, Euh, voilà. Et bah, du coup, je te souhaite et je souhaite à toute l'équipe Enerfip une excellente année 2024. J'espère qu'elle sera encore meilleure que ce que vous avez eu en 2023. En merci. tout cas, merci beaucoup Julien d'avoir accepté d'être mon premier invité de cette année, de cette deuxième saison du podcast. L'année dernière, on a eu la joie de faire 9 épisodes. J'ai pour ambition d'en faire plus. Alors, je ne vais pas m'engager sur un nombre parce que on me réclame de doubler le nombre d'épisodes à ma gauche, mais le temps n'est pas extensible. En tout cas, voilà, c'était un plaisir de pouvoir faire ce premier épisode de la saison 2 du podcast avec toi. Merci beaucoup. Bah, plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci pour l'audition. Avec plaisir. Et si je passe proche de la gare Saint-Roch, j'ai bien reçu l'invitation pour un café. Salut Tout à Julien, fait. À très bientôt. Merci. à très bientôt. Salut. Au revoir.